Et voilà, c'est parti. Donc, on est là pour le webinaire thématique « Les leviers d'autopartage entre particuliers » qui va nous amener ensemble jusqu'à 15 heures. Donc, vous dire qu'en effet, cette initiative qui vise à la fois à créer fédérer tous les acteurs au niveau national sur le sujet d'autopartage entre particuliers et aussi à mettre en commun un certain nombre de ressources qui existent déjà, mais qui sont un peu disparates. Voilà, c'est un peu l'objet de ce collectif. Avec aussi l'envie de faire avec vous, enfin faire avec tous les acteurs en tout cas, à la fois pour répondre aux besoins qu'on identifie les uns les autres, et puis partager surtout à la fois des retours d'expérience, des ressources, de la documentation pour améliorer et développer nos pratiques de l'autopartage entre particuliers, qui est un sujet encore assez confidentiel, peu connu et qui a vocation, en tout cas qui a tout mérite à devoir être amélioré. Voilà, vous dire qu'en tout cas, cette initiative, elle est aussi possible, alors en effet, parce qu'on est 4 premiers acteurs qui constituent ce collectif, mais l'idée, c'est bien de faire avec tous les acteurs, d'où l'idée d'un commun. Et en fait, c'est en effet une réponse à l'appel à commun de l'ADEME, hein, qui nous permet aujourd'hui voilà, de vous proposer ces temps d'échange, avec en effet l'idée d'utiliser mieux et moins la voiture, donc de croiser nos retours d'expérience et d'outiller toutes les initiatives. Vous pouvez, je vous invite en tout cas à interagir et à poser des questions ou des réactions dans le chat. Et il y aura des temps de réaction entre chacune des parties. Voilà, pour pouvoir prendre la parole et poser des questions ou partager un témoignage, un retour d'expérience qui rendra aussi tout ce qu'on va vous présenter encore plus vivant. Voilà, mes acolytes vont se présenter au fur et à mesure. Juste vous présenter en effet le sommaire. On vous propose d'échanger du coup sur les motivations des autopartageurs, sur les conditions préalables pour faire de l'autopartage entre particuliers. Discuter aussi et vous présenter quelques éléments qui peuvent être déclencheurs et qui nous amènent à partager et à pratiquer le partage de voitures. Et malgré tout ça, il peut encore rester des freins à l'autopartage entre particuliers, donc on les identifiera également. Ensuite, une partie sur comment mobiliser les soutiens locaux et auprès de qui s'appuyer quand on a envie de lancer une démarche d'autopartage entre particuliers. Enfin, on voulait discuter avec vous d'un projet de cartographie. Et puis, Pierre Servin nous rejoindra au cours du webinaire qui est un sociologue du laboratoire de recherche de sociologie de l'Université de Brest, pour partager des enjeux et des questionnements qui sous-tendent à la pratique de l'autopartage entre particuliers. Donc voilà, un programme bien dodu, donc on va essayer de tenir notre rythme et notre timing. Voilà, donc l'accueil et l'introduction, je viens de faire. Et du coup, je vais passer la parole à Bruno Cordier, du bureau d'études ADEPEC, qui va démarrer par une définition, puisque c'est en effet un des sujets sur lequel on a discuté d'ailleurs dans le forum de discussion Discord. Je vous redonnerai l'adresse à la toute fin du webinaire pour ceux qui n'ont pas encore et qui ne s'y sont pas encore connectés. Ça a fait l'objet d'un sujet de définir de quoi on parle quand on parle d'autopartage entre particuliers, de bien le distinguer notamment de la location entre particuliers comme les plateformes Letterland, etc. Du coup, on voulait revenir pour démarrer, justement revenir sur cette définition d'autopartage entre particuliers. Et donc Bruno, je te passe la parole. Donc cette définition, c'est le fruit d'un travail ancien. Donc comme l'a dit Marilyn, elle a été partagée sur le Discord. Il y a eu quelques réactions, quelques échanges suite à cette définition. Donc voilà ce qui en ressort. Donc point important, tous les critères qui sont listés là sont des critères cumulatifs. Donc il faut remplir toutes ces conditions pour être considéré comme de l'autopartage entre particuliers. Il y a 2 critères qui concernent l'autopartage de manière générale. Donc l'usage partagé d'un ou plusieurs véhicules, le premier critère, et des trajets différents à des moments différents, le troisième critère. Le troisième critère visant à distinguer du covoiturage. Le deuxième critère donc liste les formes de possession de voitures sur lesquelles on reviendra dans le prochain webinaire. Donc des véhicules qui peuvent être possédés individuellement, en indivision, on dit copropriété également en langage courant, ou via une association. Et les 3 derniers critères ont vocation à le distinguer de la location entre particuliers par les sites internet tels que Getaround ou Turo. Donc des personnes qui se connaissent ou qui ont des connaissances communes qui les mettent en relation. Ces connaissances communes pouvant être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. Ce sont des personnes qui n'appartiennent pas au même ménage fiscal, ce qui veut dire
qu'on exclut, j'y reviendrai tout à l'heure, on exclut les enfants à charge et on exclut les couples. Là, on est dans le cadre du partage, dans le cadre du ménage, hein, la formule habituelle. Relation usage du véhicule inscrit dans la durée, tout en restant réversible, hein, parce qu'on peut rentrer et sortir quand on veut de l'autopartage entre particuliers. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas pour juste un emprunt ou une location du véhicule. Ça a vocation à durer plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années dans le meilleur des cas. Et ensuite, dernier critère, simple partage des frais, donc sans bénéfice pour le propriétaire du véhicule. On participe simplement au prorata du coût du véhicule. Donc le ménage fiscal, c'est une définition qui vient de l'INSEE que j'ai un petit peu réécrite pour être un langage courant. Donc concubin, c'est le même ménage fiscal. Enfant à charge, c'est le même ménage fiscal. Par contre, des colocataires, ce n'est pas le même ménage fiscal. Voilà, pour situer la logique de l'autopartage entre particuliers. La diapo suivante, voilà. Donc, première partie, les motivations des autopartageurs. Donc, d'abord, je vais vous présenter sur 4 parties différents éléments. Ce sont des éléments qui ressortent d'un travail d'une quinzaine d'années, donc des entretiens avec des autopartageurs, des entretiens avec des candidats autopartageurs dont une bonne partie sont devenus autopartageurs ensuite, un suivi d'autopartageurs, donc une quarantaine, tous les 2 mois pendant 1 à 3 ans dans le cadre d'un projet qui était porté par 2 collectivités et qui continue encore aujourd'hui, et des réunions avec une dizaine d'autopartageurs à chaque fois. Donc c'est basé sur une population qui est relativement importante. Ce sont des entretiens qualitatifs. Vous verrez, il n'y a pas d'éléments quantitatifs, mais il y a des tendances qui ressortent. Et j'ai mis sur la diapo également des documents sur lesquels vous pouvez trouver certaines des infos que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc pour revenir sur les motivations elles-mêmes des autopartageurs, donc je vais vous présenter différentes diapos avec les différentes motivations que peuvent avoir les personnes qui se lancent dans l'autopartage. Si tu peux revenir en arrière, Marilyn, juste une seconde. Merci. Donc ces motivations l'idée c'est que les personnes ont plusieurs des motivations dans des proportions variables. Il y en a qui vont avoir un peu plus de l'une, un peu moins de l'autre, mais l'idée c'est que chacun en a plusieurs et si possible les 5. Donc la première de la liste, pas forcément la première pour tout le monde, mais la première de la liste, c'est d'optimiser l'usage du véhicule, faire en sorte qu'un véhicule qui est peu utilisé, donc il faut savoir qu'une voiture française, elle est garée à peu près 95% du temps. Et pour les voitures qui sont autopartagées, comme ce sont des véhicules qui sont moins utilisés que la moyenne, on peut être sur des pourcentages encore plus élevés. Donc l'utiliser davantage plutôt que d'avoir quelque chose qui ne sert à rien pendant la très grande majorité du temps. Deuxième point, c'est le faire rouler régulièrement pour qu'il démarre sans problème. Ça peut être une préoccupation de certains propriétaires autopartageurs. Et on peut avoir également le partage des tâches et des contraintes qui sont liées à la possession d'un véhicule. Le stationnement, l'entretien, etc. Ça peut être partagé. On peut avoir quelqu'un qui a le véhicule et un autre qui a le parking, par exemple. Quelqu'un qui est un peu bricoleur qui va faire l'entretien, etc. Le deuxième critère qui motive les autopartageurs, c'est de répondre à des besoins de déplacement non satisfaits. Donc là, on va se situer du côté des emprunteurs, des gens qui n'ont pas de voiture ou qui n'ont pas forcément au sein de leur ménage une voiture toujours disponible. Donc ça leur permet de se rendre dans des lieux qui sont difficilement accessibles sans voiture, pas difficilement accessibles par les transports en commun, à pied, à vélo, etc. Pour des déplacements qui peuvent avoir lieu le soir ou la nuit, donc aussi question de transport en commun, de vélo, de marche et autres modes de déplacement. Et ça peut leur permettre également de transporter des choses lourdes ou volumineuses. L'idée étant que l'autopartage, bien entendu, se situe toujours dans le cadre des besoins qui ne peuvent pas être satisfaits par les autres modes de déplacement. Le troisième critère, donc toujours avec des ordres d'importance qui vont varier suivant les individus, ce sont les économies budgétaires. Donc une voiture, ça coûte cher, la posséder et l'utiliser, ça a un coût. Donc ça permet de partager les coûts liés à la possession d'une voiture, en particulier les coûts fixes, le fait que la voiture perd de la valeur au fil du temps, même quand elle ne roule pas.
Ça peut permettre de faire des économies sur les frais de parking si quelqu'un met à disposition le parking, ou en tout cas si on a moins de voitures à plusieurs que si on en avait une chacun, ça fait moins de frais de parking au total. Et ça peut permettre aussi de faire des économies sur les réparations, en particulier si un des emprunteurs est un peu bricoleur. Le quatrième critère que j'ai mis sous le chapeau lien social et solidarité, donc on peut avoir des motivations un petit peu variables dans ce paquet-là. Rendre service, créer du lien. Il y en a qui emploient l'expression faire ensemble aussi. Donc voilà, tout ce fonctionnement collectif qui motive une partie des gens qui font de l'autopartage, qui motive à des degrés divers. Le critère suivant, donc la protection de l'environnement et du cadre de vie, donc économiser les matières premières en ayant moins de voitures à fabriquer, économie d'espace, que ce soit de l'espace public ou de l'espace privé, parce qu'on a moins de voitures à stationner, et c'est aussi de réduire le trafic automobile et ses impacts, donc tous ces impacts que sont les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, la pollution, le bruit, par l'utilisation de la voiture à son juste niveau. Donc voilà pour cette présentation. Maintenant, donc on a prévu à la fin de chaque partie un moment d'expression. Si vous avez des réactions, donc soit dans le chat, soit oralement, la parole vous est donnée. Sur un temps de Oui, 3 alors minutes. peut-être déjà pour les personnes qui se sont manifestées dans le chat, il y a eu 2 questions qui, je pense, étaient plutôt du coup tournées vers la présentation de la définition. Oscar de Carthage qui nous dit il est important de définir le terme dans la durée. Voilà, si j'ai emprunté la voiture d'un ami une fois, cela n'est pas à proprement parler dans la durée, mais pourtant je sais que son véhicule est dispo pour une prochaine fois, donc est-ce qu'il faut voilà, le maintenir comme ça dans la définition actuelle? Et Laurent qui demande pourquoi exclure les colocataires. Alors non, les colocataires ne sont pas exclus, c'est même l'inverse, hein. C'est quand je parlais des formes de propriété du véhicule, l'indivision. L'indivision, c'est le terme juridique correct pour le terme courant de colocataire. Donc c'est une forme d'autopartage entre particuliers. Les colocataires ne sont pas exclus, au contraire. Il y a Latram, je n'ai pas de nom derrière, donc Latram qui lève la main. Ulysse. Donc allez-y, ouvrez votre micro. Ah, on ne vous entend pas, Laurent. Oui, Laura, on ne vous entend pas. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. En fait, j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi on excluait. Oui, Laurent a réagi dans le chat pour dire qu'il avait bien compris en effet que finalement les colocataires ne sont pas exclus de la définition. Et il semble qu'il y avait plutôt une certaine Laura de la trame qui avait levé la main pour prendre la parole, mais qu'on n'entend pas. Si vous pouvez mettre un mot peut-être dans le chat, ouais, il faudrait ouvrir votre micro et sinon mettre un petit commentaire dans le chat. Quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Attendez maintenant. Est-ce que sur les... Ah voilà, on vous entend, la trame. Excusez-moi, il y avait le micro ne fonctionnait pas, j'ai dû le relancer. Oui. Du coup, moi j'avais une question. Cette définition, l'objectif, c'est de proposer une définition qui soit reconnue par des services d'État, par des services juridiques. C'est quoi le but de définir l'autopartage? Alors tout à fait. C'est par les services de l'État, mais aussi, je dirais par l'ensemble des acteurs au niveau national, hein, en particulier les médias. Une des motivations d'avoir une définition qui soit bien claire et complète, c'est en particulier de bien montrer la différence avec la location par les plateformes Internet, avec lesquelles il y a de grosses différences. Le type de relation n'est pas le même. Relation entre les personnes, relation à véhicule, relation à l'aspect financier également. Donc voilà, de bien montrer cette différence, parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion dans pas mal de têtes. Et donc, et puis, au-delà de cette différence, ce qui n'est pas défini n'est jamais clair pour personne. Donc, c'est vraiment à la fois d'arrêter un terme, d'arrêter une définition pour que ça passe bien dans tous les esprits, que ce soit officiel ou officieux.
D'accord, merci. Beh, écoutez, moi juste, pour, une expérience, effectivement, nous on rencontre un vrai problème, notamment au niveau des assurances. Parce qu'en fait, comme c'est défini nulle part, aucun contrat d'assurance nous, on n'a trouvé aucun contrat d'assurance qui permette un véhicule, détenu par une personne morale, par une association de faire de l'autopartage avec. Alors, Et dû justement au je fait vais que vous ce soit couper. qu'il y ait une confusion en ter justement, sur de la location. Du coup, j'ai certaines assurances qui partent sur des contrats de location. J'en ai d'autres qui comprennent pas le fait, que c'est du partage à but non lucratif, et cetera. En tout cas, nous, c'est énormément bloquant, hein, au niveau des assurances. La question de l'assurance, on l'abordera au prochain webinaire, on la détaillera au prochain webinaire. Il y Oui, mais a, c'était juste pour faire le Mais lien avec la définition, parce ouais, qu'en fait, la et le problème oui, principal, c'est pas l'assurance, c'est le côté de la définition. Comme il y a pas de définition, mmh, que ça n'existe pas, en fait, les assurances ne peuvent pas se raccrocher à rien et du coup préfèrent dire non. Donc c'est très mais intéressant vous d'avoir avez travaillé sur une mmh. définition, c'est ça que je veux dire. tout Ouais, à ouais, fait. merci, vous avez tout à fait raison qu'en effet, si, et comme le disait, Bruno et pour compléter, en effet, on a besoin aussi, en effet, de préciser cette terminologie et par exemple, pour en effet les assureurs, pour que cette pratique soit reconnue et connue et parce qu'en effet, c'est encore une pratique assez confidentielle finalement. Donc on a besoin de nommer, et de définir pour, qu'elle soit, partagée, à la fois et reconnue et aujourd'hui, le code des transports qui définit l'autopartage, la définition qui en est donnée, qui est un accès aux véhicules 24 heures sur 24 en libre service, voilà, ne correspond pas à la réalité de la pratique de l'autopartage entre particuliers. Néanmoins, ce qui est pratiqué par les particuliers, pour nous, et on souhaite le considérer comme de l'autopartage. Donc en effet, ça amène à redéfinir un peu les termes et à être plus précis. Merci pour votre Il y a, partage. il y a une question dans le chat. Donc, est-ce que parmi les motivations ressortent de manière prépondérante, certaines ressortent de manière prépondérante? Comme je le disais en introduction de cette partie, ça dépend vraiment des individus. Il y en a qui vont être très portés sur les questions environnementales, il y en a qui vont être très portés sur les questions de lien social et de solidarité, il y en a qui vont être très portés sur la question utilitaire de la voiture. Le point commun à tous ces gens-là, c'est qu'il n'y a jamais une seule motivation. Il y en a toujours plusieurs. Alors que sur les plateformes de location entre particuliers, pour reprendre le parallèle, la motivation va souvent être financière. Et ça sera, pour un certain nombre d'entre eux, la seule motivation. Alors, on est Oui. pile poil dans le timing. Oui, Je si propose. Bruno, tu me permets, je voulais juste Oui. rappeler que la discussion sur la définition, elle est toujours en cours sur le Discord du collectif. Et je vous repartage le lien pour ceux et celles qui n'auraient pas encore eu l'occasion de rejoindre le Discord, parce que c'est des réflexions super intéressantes, comme voilà ce que vient de partager Ulysse de la Trame. N'hésitez pas à aussi commenter du coup et débattre aussi sur cette définition qu'on a proposée dans le Discord. Donc, les conditions préalables pour faire de l'autopartage entre particuliers, AEP. Alors, on a l'habitude entre nous d'utiliser, je reviens sur la question de l'acronyme AEP, d'utiliser l'acronyme parce que le terme est un peu long, puis ça fait partie aussi de notre message sur la lisibilité, à la fois le déroulé complet de l'appellation, donc autopartage entre particuliers, et l'acronyme AEP font partie de voilà, de nos outils pour communiquer sur cette pratique. Donc la première condition, c'est que ce sont des gens qui ont un rapport utilitaire à la voiture. La voiture n'est pas briquée tous les week-ends, ça n'est pas un objet de culte ou de vénération, c'est un objet qui sert pour se déplacer d'un point A à un point B. C'est important. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai travaillé pour des collectivités d'avoir des élus qui disent moi je ne prêterai pas ma voiture. Voilà, ça dépend du rapport qu'on a à la voiture. Si on est très 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 attaché à sa voiture, on n'est pas forcément le bon client entre guillemets pour l'autopartage entre particuliers. Il faut avoir un rapport relativement détaché à la voiture. Ça ne veut pas dire qu'on en fait n'importe quoi et que les emprunteurs en feront n'importe quoi, mais c'est une condition de départ. Deuxième condition, alors qui tombe sous le sens, mais qui est importante aussi à voir, c'est la complémentarité des usages. Et complémentarité des usages, ça ne veut pas forcément dire usage faible de part et d'autre. C'est simplement qu'à aucun moment, de façon régulière, il n'y ait besoin simultané de la voiture. On peut très bien avoir quelqu'un qui prend la voiture pour aller travailler et un autopartageur ou une autopartageuse qui l'utilise le soir ou le week-end. Donc,
déjà, quand on s'intéresse aux usages réguliers, pensez donc à ce que le véhicule, on n'en ait pas besoin à des moments différents. Ça, en général, les gens le font bien. Pour les besoins occasionnels, donc qui ne sont pas forcément sur des créneaux, des jours ou des créneaux horaires réguliers, ce qui est intéressant, c'est d'anticiper les emprunts du véhicule, de ne pas s'y prendre au dernier moment pour mettre tout le monde à l'aise. Quand c'est possible, et ça se met souvent en place de façon progressive, c'est être emprunteur de plusieurs véhicules. Donc, être inscrit sur plusieurs véhicules en autopartage entre particuliers. Ça peut être aussi de recourir à d'autres formes d'autopartage. Donc, les autopartages tels qu'ils existent dans un certain nombre de villes, plutôt des grandes villes, telles que Cities ou telles que Clem, ça permet d'avoir des usages complémentaires du véhicule dans le temps et puis également de différents types de véhicules. Et bien entendu, utiliser les autres modes de déplacement, donc l'autopartage entre particuliers, aussi bien du côté du propriétaire que du côté du ou des emprunteurs, ça n'est pas le mode unique de déplacement. On peut se déplacer en covoiturage, on peut se déplacer en transport en commun, on peut se déplacer à vélo, on peut se déplacer à pied, etc. Suivant les déplacements qu'on a à faire. Le critère suivant, la proximité géographique. Alors, cette question de proximité géographique, elle est élastique. Elle va dépendre de la fréquence d'emprunt. Quand on emprunte un véhicule tous les jours, il est préférable qu'il soit à proximité immédiate. Si on l'emprunte moins souvent, par exemple pour partir en week-end ou en vacances, il peut être un peu plus loin. Ça va dépendre aussi du mode de déplacement qu'on utilise pour aller chercher la voiture. Si on y va à pied ou si on y va à vélo ou en transport en commun, les distances ne seront pas tout à fait les mêmes. Ça peut dépendre aussi du milieu dans lequel on se trouve. Si on est en milieu urbain ou si on est en milieu rural, vous savez très bien qu'en milieu rural, les conditions de déplacement à pied, à vélo ou en transport en commun ne sont souvent pas aussi bonnes qu'en milieu urbain. Donc, il arrive que les emprunteurs habitent soit voisins de palier ou voisins de maison, qu'ils habitent à quelques centaines de mètres, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs kilomètres. C'est vraiment du cas par cas. Ça dépend aussi du type de véhicule, bien sûr. Si c'est un véhicule qu'on va utiliser occasionnellement. Voilà, mais cette question de la proximité géographique, c'est un critère important, mais envisagé de façon élastique suivant les besoins. Alors, conditions de départ, et ce sont des choses aussi qui se construisent avec l'autopartage, la confiance et le respect mutuel. Moi, ce que j'ai observé, c'est que les emprunteurs prennent plus soin du véhicule que si c'était le leur. Le véhicule emprunté, eux, s'ils avaient un véhicule, quand ils en ont un, ne le bichonnent pas forcément, mais ils vont avoir tendance à rendre le véhicule emprunté plus propre qu'il ne leur a été prêté, ou plus propre que ne l'est ou ne l'était le leur. Et condition très importante sur laquelle on reviendra dans le prochain webinaire, la question du dialogue. Toujours avoir des échanges. Alors, on communique aujourd'hui beaucoup par l'écrit à travers le mail ou le téléphone portable. Pensez que des fois, l'oral peut permettre de faire passer un petit peu plus d'informations ou des informations un peu plus contextualisées. Donc, des fois, ça peut être bien de se parler également. Et dernier point, oui, l'AEP donc fait partie, j'en ai déjà parlé, d'une palette d'offres de mobilité. Je parle également de boîte à outils. L'AEP, ça ne peut pas répondre à tous les besoins de déplacement. Ça répond à un certain nombre d'entre eux, ceux pour lesquels l'usage de la voiture est indispensable. Et c'est complémentaire et c'est même synergique avec les transports en commun, le vélo, la marche et le covoiturage. Ça veut dire que les gens qui utilisent l'autopartage entre particuliers vont avoir tendance à se déplacer davantage en transport en commun que la moyenne, davantage à vélo, davantage à pied, davantage en covoiturage. On peut aussi avoir, à travers les échanges qu'on fait entre autopartageurs, certains qui utilisent les transports en commun qui vont donner envie à d'autres de les utiliser davantage, d'autres qui se déplacent à vélo qui vont donner envie de se déplacer davantage à vélo, etc. Voilà, on échange nos expériences. Donc voilà sur cette deuxième partie, est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des témoignages? Je voulais juste compléter et dire qu'en effet, là, sur cette dernière partie, c'est pas que l'autopartage entre particuliers, toutes les formes d'autopartage, en tout cas, ont cette vocation à justement venir en complément des autres modes de transport, puisque l'idée est bien d'utiliser moins la voiture
voilà, si possible. Oui, on a d'un côté la voiture perso qui est le couteau suisse, et puis de l'autre côté la boîte à outils avec chacun qui a son domaine de pertinence. Est-ce qu'il y avait des réactions ou est-ce que vous voyez d'autres conditions qui permettent en effet, qui sont plutôt favorables pour faire de l'autopartage, voire nécessaires pour aller vers de l'autopartage entre particuliers, qu'on n'aurait pas cité? Vous êtes sage, hein? Vous pouvez... J'ai une question. Ah oui, allez-y, Oui, Colline. Est-ce que vous arrivez à faire de l'autopartage avec des gens qui ne sont pas connectés? Oui. Oui. Ça n'est pas la majorité, de la même manière que dans la population en général, ça n'est pas la majorité. Donc oui, il y a des personnes non connectées qui font de l'autopartage. C'est-à-dire que c'est d'autres outils, d'autres modes d'organisation. C'est ça, il y a des outils adaptés. La communication peut se faire par l'oral. Quand on est voisin, quand on est amené à se croiser ou collègues, etc., l'oral peut suffire. Deuxième niveau technologique, on va dire, c'est le téléphone. Donc c'est pareil, il n'y a pas forcément besoin d'être connecté. On passe un coup de fil en disant j'ai besoin de la voiture mardi de la semaine prochaine de 14 à 17 heures. Est-ce qu'elle est libre? Oui, non. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'être connecté. Et après, pour le suivi des kilomètres, une des solutions, c'est d'avoir un carnet de bord papier dans le véhicule. On peut avoir la même chose en numérique, mais ça fonctionne également avec du papier. Donc, il n'est pas indispensable d'être connecté. Ça peut faciliter pour certains groupes. Les gens ont plus ou moins d'appétence pour le numérique. Pour ceux qui sont très, très numériques, ça peut fonctionner en tout numérique. Pour ceux qui ne sont pas du tout numériques, ça peut fonctionner en pas du tout numérique. Il y a Yves-Marie qui a levé la main et je vous invite peut-être à juste, je ne l'ai pas dit au tout début, mais peut-être vous présenter, juste dire de quelle structure vous êtes. Bonjour, donc Yves-Marie Lavenel de Énergie en Pays de Vilaine, basé à Redon. Nous, on fait l'autopartage classique, on s'intéresse beaucoup à l'AEP. Ma question, c'était plutôt au regard des conditions préalables. C'est plutôt une remarque. Ça suppose que les gens se connaissent déjà, ou est-ce que vous avez des cas de figure où on provoque l'autopartage entre particuliers par d'autres biais, notamment les relations sociales, des événements, des échanges. Et je dis ça pour illustrer. Il n'y a pas très longtemps, on était avec une dame qui souhaitait faire de l'autopartage entre particuliers et qui nous disait tout simplement, moi, mes voisins, on se connaît pas trop, ou alors on s'apprécie pas trop, et du coup, ça tombe à l'eau tout de suite parce que j'ai pas le milieu social qui me permet, le cadre social qui me permet de l'exercer. Donc, je voulais voir si vous aviez, peut-être que j'anticipe sur des réponses ultérieures, mais si vous avez ce cas de figure ou comment on crée le ferment, le socle sur lequel on déploie l'autopartage entre particuliers. Alors effectivement, votre question, je l'aborde dans la partie suivante. Donc, je propose, si quelqu'un a posé une autre question avant de passer à la partie suivante, que cette question soit posée. Je répondrai à votre question juste après, Yves-Marie. Alors, il y a une question, je vois une question sur le chat, Hélène Octobre. Y a-t-il des conditions d'état de la voiture? Par exemple, faut-il un véhicule récent? Alors, je vais vous faire une réponse de Normand, ça dépend. Les véhicules en autopartage sont plutôt des véhicules plus anciens que la moyenne, parce que ce sont des véhicules qui roulent peu, qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas des fanatiques de la voiture. Donc plutôt des véhicules anciens, plutôt des véhicules de modèles, de petits modèles ou de modèles utilitaires. Donc plutôt non. Alors il peut y avoir à l'inverse des gens qui aient des réticences à partager leur voiture parce que leur voiture est en mauvais état, de dire c'est pas forcément un cadeau que je vais faire à mes emprunteurs. Ma voiture est susceptible de tomber en panne. Voilà, moi elle me convient. Mais voilà, on revient sur ces questions de confiance et de respect aussi. C'est que des choses qu'on accepte pour soi, on veut faire mieux pour les autres, que ce soit côté propriétaire ou côté emprunteur. Et avant de passer du coup à la partie suivante, et tu pourras répondre en effet à la question d'Yves-Marie, juste il y avait quelqu'un de la trame qui complétait pour dire qu'en effet, si on n'est pas connecté, on peut aussi utiliser un tableau blanc. C'est aussi une manière de partager voilà, des trajets, d'indiquer qui a envie d'emprunter la voiture et quand. Tout à fait, oui. Il y avait une question de la trame à nouveau.
Non, c'était juste pour rebondir sur l'état de la voiture. Nous, au niveau de donc on n'a pas lancé de groupe encore, mais on commence à parler aux adhérents et par exemple, là, on a un adhérent qui est un propriétaire qui, lui, est intéressé, donc à voir si derrière il y a des gens qui sont intéressés, mais lui a dit: «Moi, j'ai une voiture, en fait, qui a arrêté, elle est en panne, j'ai pas l'argent pour la remettre en circulation. Moi, ce que je propose, en fait, c'est qu'on se mette à plusieurs, qu'on la restaure et que, du coup, qu'on la partage en suivant». Mmh. Donc, pour le coup, là, l'état de la voiture est pas, et elle roule pas pour l'instant. Il y a quelques entretiens à faire. Je sais pas s'il y a des gens qui seront intéressés, mais ça peut aussi être, j'espère que ça fonctionnera pour lui. Être un moyen de On redonner vie revient à à une la voiture. question du partage des frais de la partie précédente, effectivement, ça recoupe. Ouais. Je vous Du coup, propose Oui, de voilà, du coup, passer à la il partie. anticipe le partage des enfin, du coup, il y aura des gros frais au départ et puis après, l'indemnisation kilométrique sera moindre puisque, du coup, il faudra rembourser Mmh. tout cet argent qui a été dépensé au départ. C'est une façon, j'aurais même pas jamais pensé à le faire comme ça, mais bon, vu qu'il vient nous chercher, on va le tenter, hein. Sur la question des véhicules récents, je pense à un point supplémentaire. Un véhicule récent peut mettre mal à l'aise les emprunteurs. De dire, oula, c'est une voiture qui vaut cher, j'ai peur, si j'ai un pépin avec, un accident ou simplement un petit bobo, je serais très embarrassé. Voilà, on peut avoir ces situations-là. On est sur de l'humain de toute façon, donc chacun va avoir son approche, ça dépend de la relation entre les gens, ça dépend de la psychologie de chacun. Mais voilà, il y a pas d'obstacle à partager une voiture neuve, il n'y a pas d'obstacle à partager une très vieille voiture. Ça dépend vraiment, et puis aussi que les choses soient claires entre les gens. Je propose de passer à la partie Voilà, suivante. donc Bruno. la partie suivante, et donc je garde en tête la question. Si tu peux passer là. Donc les éléments déclencheurs, qu'est-ce qui déclenche l'autopartage entre particuliers? Donc la réponse sera sur la diapo suivante, si je me souviens bien. Pas celle qui est à l'écran, mais celle qui viendra après. Donc la première chose qui est importante, c'est que on se lève pas un matin, pas forcément un matin en disant je vais faire de l'AEP, je vais faire de l'autopartage entre particuliers. Et puis j'ai quelqu'un sous la main, ça va marcher tout de suite. Très souvent, il faut que ça arrive, donc ce que j'appelle arriver au bon moment dans les parcours individuels. Parce que quand on a une voiture ou quand on n'a pas de besoin de déplacement, les conditions pour l'autopartage entre particuliers ne sont pas forcément là. Donc, arriver au bon moment dans les parcours individuels, il y a des moments clés qui peuvent faciliter l'entrée dans l'autopartage entre particuliers. Donc, dans les parcours de vie, quelqu'un qui déménage, il va avoir des besoins de déplacement qui vont évoluer. Quelqu'un qui change d'emploi, pareil, ses besoins vont évoluer. Le départ à la retraite, la naissance d'un enfant, le départ des enfants, j'aurais pu mettre aussi un divorce. Voilà, tous ces éléments dans les parcours de vie qui font qu'on va avoir des besoins de mobilité qui vont évoluer. Deuxième chose qui est en lien également, ce sont les parcours de mobilité. Donc, quelqu'un qui va se mettre à davantage utiliser les transports en commun, quelqu'un qui va se mettre à davantage utiliser le vélo, la marche, le covoiturage, ce sont des conditions qui sont propices à l'autopartage entre particuliers. Les parcours automobiles, quelqu'un dont la voiture est arrivée en fin de vie, quelqu'un dont la voiture est souvent en panne et qui ne souhaite plus la faire réparer ou qui veut s'en débarrasser parce que ça lui pose trop de problèmes, quelqu'un qui se questionne sur l'achat d'une voiture ou sur le rachat d'une voiture si la voiture est arrivée en fin de vie. Voilà, tout ça, ce sont des moments qui sont propices à l'autopartage entre particuliers. C'est souvent à ces moments-là que les gens sont dans des situations de bascule vis-à-vis de l'autopartage, mais aussi vis-à-vis d'autres formes de mobilité qui leur permettent d'évoluer dans leur pratique. Et si vous faites partie d'une association, d'une collectivité, d'une entreprise, etc., qui s'intéressent à la pratique de l'autopartage entre particuliers, ce sont vos populations cibles prioritaires. Ça ne veut pas dire que d'autres ne le feront pas, mais quand on a une voiture, qu'on s'en sert régulièrement et que les besoins n'évoluent pas, c'est un petit peu moins facile de rentrer dans l'autopartage. Diapo suivante, alors j'ai anticipé, ça viendra encore après, la réponse. Donc la diapo suivante, la conjonction entre un besoin et une offre. Ça rejoint ce que j'avais dit tout à l'heure sur les besoins complémentaires. Mais voilà, il faut avoir d'un côté quelqu'un qui a besoin d'un véhicule de temps en temps et quelqu'un dont le véhicule sert peu. Et troisième condition entre ces deux personnes, c'est que les usages soient complémentaires. Donc une offre, un véhicule qui sert peu,
une demande ou un besoin, un véhicule a besoin d'un véhicule de temps en temps, et la complémentarité des usages, que ça puisse coller dans le temps. Et enfin, la réponse à la question que j'avais annoncée de façon un peu prématurée, donc le cadre relationnel et sociétal. Le plus simple, c'est l'entourage direct. Quand on envisage de faire de l'autopartage entre particuliers, le plus simple, c'est quand on trouve quelqu'un dans son entourage direct. Ça peut être des amis, ça peut être des voisins, ça peut être des collègues. Voilà. Mais on a souvent, avec la condition de proximité que j'avais énoncée tout à l'heure, 5, 10 personnes qui peuvent éventuellement remplir ces conditions, et pas forcément dans ces 5 ou 10 personnes, quelqu'un qui à l'instant T soit prêt à faire de l'autopartage. Parce que la personne n'est pas prête dans sa tête, n'a pas envie, parce que la personne a des besoins de la voiture qui ne vont pas être compatibles, etc. Donc après, on élargit le cercle. La deuxième possibilité, ce sont ce que j'appelle le deuxième cercle. Les amis d'amis, les voisins d'amis, les amis de voisins, les amis de collègues, etc. Donc des gens qu'on connaît indirectement, peut-être qu'on a déjà rencontrés, mais avec lesquels on n'avait pas de relation particulière, avec lesquels on a des connaissances communes. Et donc la recommandation, entre guillemets, il n'y a pas forcément besoin de prendre un formalisme à outrance, mais ce relationnel peut aider. Voilà. Si vous avez envie de faire de l'autopartage et que personne dans votre entourage direct, les personnes que vous avez contactées, ne peut ou ne veut en faire, vous pouvez aussi solliciter les connaissances de connaissances. Donc en parler autour de vous pour que les gens en parlent eux-mêmes. Ça fonctionne également de la même manière pour le covoiturage. D'ailleurs, ça peut fonctionner de la même manière pour le covoiturage. La troisième manière, ce sont des associations ou des structures de type associative qui ont déjà l'habitude de fonctionner sur le partage. Donc les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, d'autres associations de ce type, ça peut être les réseaux d'échange réciproque de savoir, les CEL, les systèmes d'échange local. Voilà, tout ce type d'associations qui ont déjà l'habitude de fonctionner sur des collectifs peuvent être de bons moyens de trouver des partenaires d'autopartage. Et enfin, il existe sur le territoire national une petite dizaine de collectivités qui sont engagées dans l'autopartage entre particuliers. Si vous avez la chance d'être sur ce type de territoire, ça peut être un moyen de trouver des gens qui là seront pour vous des inconnus, des gens que vous ne connaissiez pas, que vous n'aviez sans doute jamais croisés, et que la collectivité, ça peut aussi se passer avec l'association d'ailleurs, avec laquelle la collectivité ou l'association vous met en relation. Sachant bien sûr que cette mise en relation ne vous engage à rien, ce sont les personnes qui décident d'y aller ou de ne pas y aller. Donc voilà sur les éléments déclencheurs. Est-ce que j'ai répondu à la question qui était posée par Yves-Marie tout à l'heure sur en effet, faut-il déjà se connaître pas oui, forcément. ça éclaire bien le type de réponse qu'on peut apporter à des personnes qui sont un peu bloquées sur leur entourage proche et qui ne verraient pas forcément où aller chercher d'autres ressources. Merci. On en parlera tout à l'heure, justement, vers qui se tourner pour être accompagné ou trouver du soutien. Il y avait d'autres réactions aussi. Attends, je voulais rajouter un truc, Clara. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que moi, très souvent, j'ai rencontré des gens pour qui l'autopartage s'est fait un petit peu par hasard, sans anticipation. Les gens ne se sont pas dit, je vais faire de l'autopartage et je cherche ou je trouve quelqu'un. J'ai un exemple de voisins, deux couples de voisins qui avaient l'un 2 voitures et l'autre une voiture. Et les gens, un jour, ceux qui avaient une voiture, ont dit, tiens, on va acheter une nouvelle voiture parce que madame allait commencer une formation dans la ville voisine. Et bon, rien n'est sorti ce jour-là. Et quelques jours plus tard, l'autre couple a dit, mais attendez, nous on a une voiture qui nous sert peu. N'achetez pas une deuxième voiture, on va vous la prêter. Et c'est comme ça qu'a démarré l'autopartage, sans que le terme ait été énoncé ou l'idée ait été énoncée au départ. Pardon, Clara. Pas de souci. Non, je voulais juste remonter les quelques réactions qu'il y a eu dans le chat parce qu'il y a pas mal de messages. Il y a David Descaux qui a souligné, mais je pense que c'est une idée qui revient là dans ce qu'on se dit aussi, que parmi les déclencheurs, il y a aussi ce besoin de savoir que c'est une solution qui existe
et que c'est voilà, une possibilité concrète. Forcément, le fait que cette pratique de l'autopartage entre particuliers, elle soit pas toujours visible et connue, fait que c'est pas évident de se tourner vers ça. Donc effectivement, c'est un point intéressant. Coralie qui explique aussi que pour elle, un autre déclencheur, c'est le déclic écologique. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose sur lequel s'appuyer quand il y a une volonté de réduire ses émissions carbone. Voilà, pouvoir aussi en parler à son entourage selon ses convictions, quoi. Et Laurent qui parle d'un mécanisme qui est en place à Bruxelles, que je ne connais pas, mais qui a l'air d'être un incitatif finalement à la démotorisation. Ça a l'air assez intéressant. Je ne sais pas si Laurent, vous souhaitez peut-être compléter en ouvrant votre micro. Alors, on n'a pas l'équivalent en France, mais il y a un travail qui va être mené pour entrer dans le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc, on aura peut-être d'ici 6 mois, 1 an, l'équivalent. Et la question de Laurent sur les collectivités engagées dans l'AEP, il y aura la réponse dans ce que présentera Marilyn tout à l'heure. Julien, solution utilisée par les copropriétés ou résidences locatives. Ça peut, mais sur des initiatives, sur des initiatives locales. Il y en a. Mathilde, initiative individuelle, mais exemple d'initiative collective, oui, il y a des associations qui travaillent sur plusieurs voitures. Initiative collective, il y a ce que j'ai présenté sur le cadre relationnel et sociétal, les collectivités locales en particulier, mais pas que. On pourrait imaginer, je n'en connais pas d'exemple, mais on pourrait imaginer aussi des offices HLM. Collectif minimum de personnes, prêteurs et emprunteurs, semble-t-il être nécessaire. Et combien de personnes? On peut avoir de l'autopartage à 2, c'est le plus fréquent, un propriétaire et un emprunteur, mais on peut avoir de l'autopartage à 10, un propriétaire et 9 emprunteurs. Ça dépend vraiment des besoins des uns et des autres. Voire à 30. À créer, voire à 30 personnes à partager 6 voitures. Voilà, alors sur plusieurs voitures, c'est ce que j'allais rajouter. Voilà. Si on a plusieurs véhicules, on peut accroître la taille du groupe. Si oui, comment faire se rejoindre la diversité des bons moments dans les parcours individuels avec cette notion de collectif? Oula. Ça dépend, parce que ça dépend vraiment du niveau de curseur de chacun, de la motivation de chacun, des opportunités de chacun. Il me semble que le support de la mairie dans ces 2 démarches peut rassurer les néo-usagers sur le sérieux de la démarche. Alors là, à la fois dans le portage, mais aussi dans la mise en relation, et ça Marilyn y reviendra tout à l'heure. Tout à fait. Et du coup, je vous propose qu'on passe à la partie suivante parce qu'on a déjà glissé beaucoup sur le temps. Coup, alors, une fois que vous êtes motivé, que vous avez réuni toutes les conditions favorables pour faire de l'autopartage et que vous êtes dans le bon moment et que vous avez l'élément déclencheur qui vous donne vraiment envie d'y aller, il peut rester malgré tout parfois quelques freins. Du coup, là, c'était quand même l'idée de l'aborder et de voir ce qu'il en était. Je passe la parole, Bruno. Donc les freins, comme Marilyn l'a dit, j'insiste bien dessus pour que vous n'ayez pas de réaction par rapport à ce sujet-là sur les diapos qui vont suivre. Donc là, je m'intéresse aux gens qui sont prêts à franchir le pas, qui sont intéressés pour faire de l'autopartage entre particuliers, mais pour qui le passage à l'acte ne se fait pas ou ne se fait pas facilement, voilà, pour les raisons qui vont suivre. Donc, premier frein, on est sur du psychologique, sur du culturel, on pourrait parler de représentation, aussi sur la question du partage. Donc, la question du partage, le partage aujourd'hui n'est pas encore entré dans les mœurs, que ce soit la voiture ou que ce soit un autre bien. Alors on est sur un monde de propriété, on est sur un historique aussi de propriété. Donc, c'est le premier frein sur cette question de partage. On pourrait retrouver la méconnaissance de cette pratique aussi qui avait été évoquée précédemment. Peur d'abîmer la voiture de quelqu'un d'autre. Donc quand on est emprunteur, avoir ce frein, et en particulier si la voiture est récente et ou si elle est coûteuse. Peur que l'AEP nuise aux bonnes relations en cas de problème. Donc des gens qui sont amis, des gens qui sont voisins, se disent partager une voiture, ça peut générer des choses. Alors on s'entend très bien, ça peut très bien fonctionner, mais on peut se dire, à tort ou à raison,
Voilà, s'il y a un problème, on risque de dégrader notre relation. Mais peut-être que la bonne relation peut justement éviter le problème. Pour les personnes qui vivent en couple ou qui ont une famille, donc nécessité de convaincre son conjoint et sa famille. Il ne s'agit pas qu'une seule personne au sein du foyer soit motivée. Le fait que l'AEP impacte sur la vie quotidienne, voilà, on ne fait plus les choses tout à fait comme on le veut, en les improvisant au dernier moment. J'ai un candidat autopartageur qui avait fait le parallèle avec les panneaux solaires. Les panneaux solaires, c'est une démarche écologique également. On fait un chèque, on les met sur son toit, mais ça ne change pas le mode de vie. L'autopartage, ça peut changer le mode de vie, parce qu'à certains moments, on aura besoin d'anticiper l'usage de la voiture, ou bien on voudra s'en servir au dernier moment, mais elle aura été utilisée. Donc voilà, c'est aussi un point qui peut freiner certaines personnes. Voilà. Et la liste est non exhaustive, d'où le etc. Chacun pourra trouver, en fonction de sa psychologie, d'autres types de freins sur cette question du partage. Donc, pour refaire le lien avec le fait des bons moments dans les parcours de motorisation, donc la volonté de garder sa voiture. J'ai rencontré à plusieurs reprises des gens qui étaient intéressés pour faire de l'autopartage, mais c'est comme pour le covoiturage, en fait. Je veux bien faire de l'autopartage, mais avec ma voiture. Et si tout le monde est dans ce cas-là, si on n'a que des propriétaires et pas d'emprunteurs, il n'y aura pas d'autopartage. Et on est dans un pays où globalement la population est quand même plutôt aisée, et globalement la population plutôt très motorisée. Donc ça fait qu'aujourd'hui on a une suroffre et une sous-demande pour l'autopartage. Aussi sur la volonté de garder sa voiture, donc ne pas changer ses habitudes, garder la voiture 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en cas d'urgence ou d'imprévu. La volonté de ne pas dépendre des autres, donc là c'est quelque chose d'un petit peu différent. Et aussi donc l'aspect économique que j'évoquais, on a les moyens d'avoir une voiture et celle-ci n'est pas si coûteuse au regard de sa praticité. Et dernier point que je n'ai pas écrit mais qui est important, c'est que quand on a une voiture, si on veut la vendre pour entrer dans l'autopartage, vendre une voiture, c'est un boulot à part entière, ça prend du temps. Donc ça rajoute un obstacle au parcours d'autopartage. Les aspects financiers, soit surestimés, soit sous-estimés. Donc le fait que le coût de la voiture est mal connu et qu'il est souvent sous-estimé. Donc je présenterai sur la diapo suivante le coût moyen d'une voiture en France. Et deuxième chose sur l'aspect financier, c'est qu'il est souvent difficile de parler d'argent, aussi bien pour les emprunteurs que pour les propriétaires. Donc sur la voiture en particulier, hein, quand quelqu'un vous conduit à la gare, sans parler d'autopartage, hein, sans même être dans le covoiturage, c'est toujours un petit peu difficile de proposer de l'argent et d'en accepter. Voilà, ça n'est pas dans les mœurs, c'est considéré comme un service, mais quand on est sur la récurrence du service, ça peut bloquer les gens. Il y a des gens, j'ai connu des emprunteurs qui ont arrêté d'emprunter le véhicule parce qu'ils ne pouvaient pas verser de contrepartie au propriétaire du véhicule. Et quand ces gens-là arrivent à concrétiser un autopartage et donc à avoir un barème kilométrique qui est défini, ça met tout le monde à l'aise et ça va les amener à davantage emprunter la voiture. Donc le coût moyen d'une voiture, je ne vous détaillerai pas le camembert que vous avez à l'écran, sinon le webinaire ne va pas y suffire. Ce document, vous le trouverez, vous aurez accès donc au support du webinaire, vous le trouvez sur le site internet d'ADTech. C'est le coût moyen d'une voiture en 2022. J'insiste sur le fait que c'est le coût d'une voiture moyenne. Donc une voiture moyenne, c'est 6 chevaux, c'est 11 ans et c'est un peu plus de 11 000 km par an. Ce coût moyen, c'est à peu près 4 800 km par an, 33 centimes par kilomètre et 30 centimes par kilomètre si on exclut le stationnement et le péage qui sont payés directement par l'emprunteur. Donc voilà les coûts à retenir. Bien entendu, si on emprunte une voiture plus grande, ça va être un peu plus cher. Si on emprunte une voiture plus petite, ça va être un petit peu moins cher. Et le dernier frein, donc le manque de temps ou d'énergie pour s'en occuper. Donc plein de gens sont intéressés pour faire de l'autopartage. Vous avez vu que c'est un petit peu le parcours d'obstacles quand même, parce qu'il y a pas mal de conditions internes et externes, internes à l'individu et externes. Et pour tout ça, il faut avoir un petit peu de temps, un petit peu d'énergie, y penser, prendre le temps de faire avancer les choses, récolter les informations pratiques. Et on espère qu'avec ce collectif de l'autopartage, la récolte des informations pratiques sera beaucoup, beaucoup plus facile qu'avec
la communication qui sera faite à tous les niveaux sur cette pratique, ça y contribuera. Et voilà. Et donc aussi, donc les gens qui font de l'autopartage entre particuliers ou qui veulent en faire ont besoin un jour de dire je m'en occupe, je le mets sur le dessus de la pile. Parce qu'on a tous les uns et les autres plein de choses à faire, plein d'envies, et si on veut les concrétiser, à un moment il faut y consacrer du temps. Et pour l'AEP, c'est pareil, on a des gens qui ne le font pas ou qui tardent à le faire parce qu'ils n'y consacrent pas les quelques dizaines de minutes ou les quelques heures à un moment ou à un autre qui sont nécessaires. Merci Bruno. Est-ce que Clara, tu veux prendre les réactions dans le chat? Oui, alors il y a essentiellement une réaction de Barthélémy qui nous dit « Si le partage est un frein, alors un outil pour en expliquer les tenants et les aboutissants peut probablement aider » et il mentionne la fresque du partage. Et effectivement, en tout cas, je rebondis sur cette proposition. J'ai vraiment l'impression que toutes sortes d'outils, un peu de sensibilisation, même d'éducation populaire qui amènent en fait à réfléchir sur justement ces enjeux-là, le coût de la voiture, l'impact environnemental, c'est des choses sur lesquelles je pense nous tous et toutes en tant que personnes intéressées, en tant qu'acteurs de l'autopartage entre particuliers, on pourrait vraiment mettre en place et en tout cas s'outiller sur ces volets-là parce que ça me semble être en fait aussi quelque chose qui peut être un déclencheur dans les parcours effectivement de potentiels participants ou de potentiels autopartageurs. Ça touche aussi au changement de comportement et à la conduite du changement. Il y a pas mal d'écrits sur le sujet, sur la conduite du changement, suivant là où on en est dans cette démarche de changement, et suivant l'environnement dont on bénéficie, les choses se feront de manière plus ou moins fluide. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions, commentaires ou compléments à apporter sur les freins? Quels freins vous voyez qui n'auraient pas été cités, par exemple? Et sinon, on va passer à la partie d'après. C'est tout le monde. Vous pouvez toujours réagir dans le chat. Hein. Je vous propose de continuer puisqu'on est un peu juste dans nos délais, mais on est encore très bien. Moi, je vais vous parler de justement cet aspect de comment, auprès de vers qui on se tourne et auprès de qui on peut trouver du soutien quand on a envie, quand on est prêt à passer à de l'autopartage entre particuliers. Alors, il y a la possibilité de trouver de l'aide très localement autour de soi. Bruno le rappelait, il faut d'abord se tourner vers les personnes qu'on connaît. Et notamment, je vous invite à essayer d'identifier les acteurs de la mobilité qui sont autour de vous. Alors, on peut penser à des agences locales, des points info mobilité, des ateliers vélo aussi, en tout cas vers qui vous allez trouver des personnes qui sont certainement déjà assez sensibles à la question de se déplacer autrement qu'en voiture, de se déplacer autrement que seul en voiture, et qui peut-être auraient aussi des velléités comme vous de moins utiliser la voiture, de mieux l'utiliser, de la partager. Aussi identifier autour de vous peut-être des projets collectifs qui sont plutôt tournés vers l'écologie, des coopératives d'énergie citoyenne, et je vois qu'il y a certains représentants dans les participants à l'atelier aujourd'hui, des usagers du vélo, des usagers d'AMAP, comme le disait aussi Bruno. Voilà, tout un tas de collectifs qui œuvrent sur votre territoire et qui sont déjà engagés sur des valeurs peut-être proches et communes qui rejoignent celles du partage et de l'autopartage. Comme on le disait, je crois que c'était Barthélémy justement sur la fresque du partage, je pense des ateliers partagés, on pourrait rajouter ça en effet, qui ont déjà une pratique de la mutualisation. Et puis aussi les acteurs de la solidarité et de l'animation. On pense notamment aux centres sociaux, aux espaces de vie sociale, associations de quartier, MJC, où là aussi vous allez pouvoir à la fois rencontrer des gens qui ont envie de faire ensemble, et aussi des personnes qui peut-être n'ont pas de véhicule et auraient des besoins de véhicule. Donc ils vont être peut-être aussi vraiment prêts à aller dans ce genre de démarche pour des questions à la fois peut-être d'économie, mais aussi de besoin de déplacement réel. Et enfin, les acteurs publics, parce qu'en effet, il y a cette compétence de la mobilité qui est portée par les AOM, donc les communautés de communes dans certains endroits, les agglomérations, parfois c'est le niveau régional, mais les communautés de communes ont une délégation souvent de compétences. Et puis, c'était rappelé aussi dans le chat, la mairie, à la fois que ce soit les élus élus à l'environnement, au stationnement, mais aussi les agents de la mairie, peuvent être vraiment des soutiens pour vous aider à identifier ou des acteurs ou à vous aider à monter un projet autour de ça.
Et puis des ressources au niveau national et plutôt régional. Et ben voilà, nous c'est aussi la vocation de ce collectif, hein, à la fois à travers notre forum de discussion Discord, à travers un futur espace de ressources qui sera sous une forme sans doute de YesWiki, un espace contributif où on essaiera de rassembler les ressources existantes et de valoriser des retours d'expérience. Et puis à travers les webinaires là qu'on organise justement, qui sont l'occasion à la fois de se rencontrer, d'identifier peut-être des personnes proches de votre territoire ou des ressources plus nationales ou plus régionales. ADTech, qui est donc représenté ici par Bruno, qui a aussi travaillé sur beaucoup d'études, qui a accompagné des territoires qui souhaitaient développer l'autopartage entre particuliers. Et puis le projet Colocoto de Mobicop, qui est un commun, donc qui s'appuie sur un logiciel libre et qui propose un agenda partagé pour partager des voitures, un outil pour calculer les coûts de ce que chacun doit en fonction des trajets et de la distance parcourue, et une proposition d'assurance. Voilà pour quelques ressources au niveau national, et vous en connaissez peut-être d'autres. Et puis voilà la question qui était revenue tout à l'heure, et on pourra la compléter ensemble, et c'est une des vocations aussi de notre collectif. Du coup, les territoires qui aujourd'hui encouragent, en tout cas qu'on a repéré, et qui encouragent l'autopartage entre particuliers. Alors, il y a en effet eu des pionniers, hein, la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien que Bruno a accompagné, et le SMTC de l'agglomération de Clermont-Ferrand, donc le syndicat mixte des transports collectifs, j'imagine, SMTC. Des PNR aussi, parce que les PNR, en effet, se sont emparés de la question de la mobilité sur leur territoire. On pense au PNR du Pilat, PNR de la Chartreuse, PNR des Grands Causses, qui ont aussi encouragé et dynamisé cette solution de mobilité sur leur territoire, comme des pionniers. En Ardèche, l'ALEC 07, donc qui est l'agence locale de l'énergie et du climat en Ardèche, a vocation aussi à accompagner des groupes et des collectivités qui souhaitent mettre en place de l'autopartage entre particuliers. En Drôme, donc moi je travaille pour cette association Dromolib qui a cette même vocation d'accompagner des groupes qui souhaitent émerger, s'organiser pour faire de l'autopartage entre particuliers. Et en Bretagne, sur le Pays de Brest notamment, l'association T-Mobs. Et puis Clara, je crois que tu peux compléter, puisque Colocoto, vous accompagnez un certain nombre de territoires aussi à aller de l'avant sur l'autopartage entre particuliers. Oui, effectivement. Donc, voilà, ils sont en partie mentionnés. Sur le Pays de Brest, c'est effectivement l'association T-Mobs avec un autre acteur de l'insertion qui s'appelle Don Bosco. Et donc, effectivement, on les accompagne sur le sujet de l'autopartage entre particuliers comme un levier parmi d'autres pour faciliter le déplacement des habitants. C'est dans le cadre d'un programme Teams, donc voilà, aussi avec une vocation d'aller toucher des publics qui sont empêchés dans leur mobilité. Et après, nous, on est en échange avec d'autres territoires. Ça sera peut-être long de tous les citer, mais effectivement, il y a plusieurs collectivités qui aujourd'hui souhaitent développer ce levier-là, et donc sur lesquels on propose aussi un accompagnement effectivement avec Colocoto. Je sais pas si vraiment je peux rentrer dans le détail, parce que c'est des projets qui sont pour l'instant pas en cours. Finalement, ceux qui sont listés sont ceux qui ont démarré, les autres sont à l'étude. Donc, Et du coup, moi, j'avais une question, c'est sur vos territoires, est-ce que vous identifiez en effet soit des initiatives d'autopartage entre particuliers, qu'elles soient soutenues par des collectivités ou pas, hein, ou par d'autres acteurs de la mobilité ou d'autres acteurs tout court. Voilà, si vous voulez nous les partager, ce sera intéressant, et ça fera le lien avec la partie suivante sur le projet de cartographie. Et je vois que dans le chat, il y a eu plusieurs remarques, peut-être sur la partie d'avant aussi, en écho en tout cas, la partie des freins. Je ne sais pas si Clara, est-ce que tu veux bien les reprendre? Oui, alors il y avait l'association Latram qui soulignait à nouveau le frein de l'assurance, qui avait été évoqué déjà plus tôt dans le webinaire, comme un frein vraiment important. Donc par rapport aux questions sur les freins, je pense que c'était effectivement pas mal ce genre d'éléments qui avaient été remontés. Et après, on a plusieurs questions donc, qui concernent les outils disponibles, et Oscar également qui demandait s'il y avait déjà un projet de créer une sorte de fichier ou de répertoire des acteurs relais locaux existants sur le sujet de l'autopartage entre particuliers. Il y a eu beaucoup de mouvements, donc je regarde. Mathilde qui demande sur quel support outil vous conseillez de passer pour le passage à l'acte lorsqu'on a déjà une communauté
Quel support pour gérer les plannings, les dispos de voitures, existe-t-il des outils? Alors moi, je vous invite à vous rapprocher notamment de Clara chez Mobicop et de Boutique Coloc Auto, dont c'était la vocation, qui est un outil libre. Mais il y en a d'autres, hein. Vous pouvez aussi bricoler vous-même votre outil avec un agenda, un frame agenda, voilà, avec vos propres outils pour démarrer, en tout cas. Il y a eu plusieurs réponses sur le chat à la question de Mathilde. Si je peux compléter ce que tu dis, Marilyn, il y a Carthage aussi. Il y a Carthage. Sur le site d'ADTech, il y a des choses aussi. Et c'est un sujet qui sera approfondi lors du prochain webinaire et qui sera aussi approfondi dans le centre de ressources. Oui, tout à fait. Laura, il y a également, Vas-y, Clara. Oui, Laura qui souligne, qui me dit, il me semble que l'achat d'une voiture en leasing est aussi un frein pour envisager un partage, car il y a une limite de kilomètres à ne pas dépasser dans ce type de contrat. Et du coup, est-ce qu'il est opportun de faire de l'autopartage quand une voiture est en leasing? C'est effectivement une question. Alors, je peux répondre. Quand j'ai parlé de frein, alors j'avais pris dans l'introduction le temps de préciser certains points. Ce sont les freins avant de se lancer dans l'autopartage, parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été abordées sur le chat. Ensuite, il y a d'autres freins qui peuvent venir après, le fait de ne pas avoir les outils, le fait de ne pas avoir l'assurance, le fait de rencontrer des problèmes par rapport au statut de la voiture. Mais les freins que j'ai abordés là, ce sont des freins qui sont en amont. C'est je décide d'y aller ou je décide de ne pas y aller et je commence à creuser le sujet. Il y a plusieurs points qui ont été abordés sur le chat qui sont sur l'étape suivante. Donc, je n'en ai pas parlé parce que c'est l'étape suivante. C'est à un moment, je décide d'y aller. Alors, peut-être que je peux arrêter à l'étape suivante, mais en tout cas, dans ma tête, j'ai déjà passé une étape et je passe à l'aspect pratique. Et l'aspect pratique peut apporter des freins supplémentaires ou des nouveaux freins. Barthélémy pose la question aussi de l'autopartage entre particuliers en ville et à la campagne. Est-ce que c'est des choses très différentes et est-ce qu'on a des retours d'expérience réussis d'autopartage entre particuliers dans les villes et quartiers denses? Alors, je me demande si sur Clermont-Ferrand, ça a été expérimenté à l'échelle de la ville de Clermont. C'est l'ensemble du territoire du syndicat mixte des transports en commun. Donc, c'est l'agglo de Clermont pour dire les choses rapidement. Et donc on a et la plupart des groupes en plus sont dans la partie dense de l'agglomération, donc sur la commune de Clermont et plutôt dans le centre-ville de Clermont. Donc c'est tout à fait compatible avec de l'urbain dense. Au contraire, c'est même là que c'est plus facile à développer, à la fois parce que c'est là que les gens ont le moins de voitures. C'est aussi là que les voitures ne sont pas forcément utilisées de façon régulière. Et dernière chose, c'est aussi là que les conditions d'accès à la voiture sont les plus faciles. J'évoquais les transports en commun, le vélo et la marche à pied tout à l'heure. Donc c'est là que c'est le plus développé, que ce soit porté par des collectivités ou que ce soit des initiatives individuelles. Oui, et si je peux compléter je rebondis parce que c'est vrai que, via le projet Coloc Auto, moi j'ai beaucoup travaillé sur le sujet de l'autopartage entre particuliers en zone rurale. Et en fait, effectivement, c'est clairement deux choses très différentes. Et je pense que ce qui caractérise aussi l'AEP en zone moins dense, c'est qu'effectivement, il est quand même plus compliqué de trouver des personnes déjà qui sont entièrement démotorisées. Donc, ça demande peut-être un accompagnement plus fin au début, ou en tout cas une structuration du groupe qui peut être plus longue dans le temps pour identifier les personnes qui seraient prêtes à se démotoriser ou en tout cas à jouer le jeu d'emprunter plus que de mettre leur propre véhicule en partage, puisqu'on se retrouve souvent avec des groupes dans lesquels chaque participant est en fait propriétaire de voiture, donc ça pose parfois des enjeux. Et le second enjeu, je pense, c'est aussi la proximité entre les participants dans un groupe d'autopartage en zone peu dense. Il faut quand même veiller à ce que les véhicules soient accessibles, soit en marche, soit en vélo, et ça c'est pas toujours évident. Donc, voilà, je Non, mais une remarque de Nicolas, du coup, je regarde sur le chat, qui dit au niveau des actions à mettre en œuvre au niveau de la législation pour faciliter le recours à l'autopartage entre particuliers.
Donc Bruno qui réagit en disant que c'est un vaste sujet. En effet, il y a un groupe de travail national sur l'autopartage qui est en train de se mettre en place. Je pense que c'est pas qu'au niveau législatif, pour ma part, qu'il y a des choses à mettre en place. Il y a aussi, comme on le disait, alors un travail sur l'accompagnement au changement dans les pratiques, sur la question de la reconnaissance par les assureurs de cette pratique pour mieux assurer et mieux couvrir. Voilà, il y a tout plein de domaines et de leviers d'action. Donc Nicolas ne l'a pas dit dans son intervention, il est député, donc on se prendra un moment pour en parler. Avec plaisir. Et Laurent, Merci. comment est encouragé l'autopartage entre particuliers par une prime, une aide à la mise en relation, des outils? Alors aujourd'hui, en effet, on peut pas dire que l'autopartage entre particuliers soit vraiment encouragé, si ce n'est que certains acteurs, comme là, certains de nous qui sommes présents et vous, participants, donc nous tous ici, qui essayons d'expérimenter des choses, de mettre en place des choses, d'accompagner des acteurs ou des particuliers qui ont envie de passer à ce mode et de partager leur voiture. La prime, on n'y est pas encore, mais en effet, se pose la question d'une prime comme la prime covoiturage. L'aide à la mise en relation, c'est en effet, ça fait partie en tout cas, moi chez Dromolib, de mes missions en tant qu'agence de mobilité et d'accompagner des groupes. Donc en effet, il faut des acteurs locaux et ça peut être aussi porté par des associations qui s'emparent de ce sujet à l'échelle locale, par un centre social, par un espace de vie sociale ou autre. Et des outils, on en a parlé et on en reparlera dans le prochain webinaire, en effet, qui aura lieu le 13 janvier. À travers l'expérience du SMTC, en effet, les offres d'assurance pour l'AEP sont en effet très très limitées. Oui, il y avait eu une super offre de Groupama à l'époque, mais qui évolue. Enfin, je suis pas sûre que ce soit le moment qu'on en parle parce qu'il y a un autre sujet là sur la cartographie. Peut-être Bruno, je te laisse répondre dans le chat sur ce sujet-là de l'assurance pour le SMTC. Et pendant ce temps-là, je continue à avancer. On finisse bien à 15h, si ça vous va. C'est OK pour toi, Bruno? Oui, c'est bon, je réponds. Super, je vous remercie. Ben voilà, c'était la question. Et vous, quels sont les soutiens locaux, régionaux ou nationaux auprès de qui vous trouvez de la ressource? C'était aussi, ça rejoint la question d'Oscar de existe-t-il un fichier des acteurs locaux? Donc il n'existe pas un fichier en tant que tel, mais c'est aussi ces temps d'échange qui peuvent nous permettre d'identifier ce que les uns les autres faisons et comment nous agissons sur nos territoires. Qui joue le rôle justement d'accompagnateur de ces dynamiques à l'échelle locale ou régionale. Donc, je vous invite à vous manifester. Nous, ça nous permettra en effet de commencer un travail d'identification des acteurs sur les différents territoires, voilà, dont on n'a pas forcément une connaissance exhaustive aujourd'hui et qu'on aimerait bien, à laquelle on aimerait bien aboutir pourtant. Donc, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. J'enchaîne pour vous parler de ce projet de cartographie qu'on porte au sein du collectif. Je voulais vous présenter quelques amorces d'outils cartographiques qui ont été réalisés pour identifier des choses autour de l'autopartage entre particuliers ou autour de l'autopartage en général, avec la question qui sous-tend un peu cette partie-là, qui est de quels sont les besoins que vous auriez pour qu'on puisse réaliser un peu notre cahier des charges de la cartographie et savoir surtout qu'est-ce qu'on pourrait représenter, qu'est-ce qu'on aurait intérêt collectivement à représenter sur une carte. Donc, vous parlez des groupes d'autopartage entre particuliers qu'on a commencé à recenser en Drôme et en Ardèche en commun, en lançant un recensement en fait auprès des contacts qu'on avait et de différents acteurs territoriaux aussi, collectivités locales, et qui nous permet sur un outil UMAP, nous, de reporter les groupes existants et qui nous permet de commencer à cartographier en Drôme et en Ardèche quels sont les groupes qui aujourd'hui font de l'autopartage, où est-ce qu'elles sont situées dans les différentes communes de nos territoires. Le syndicat mixte des transports en commun de Clermont, donc voilà, a aussi créé une carte qui a identifié à la fois les véhicules qui peuvent être partagés en rouge, donc qui sont donc disponibles, qui sont en rouge utilisés, donc disponibles pour de futures utilisations, en blanc les véhicules qui sont disponibles actuellement, et aussi les personnes qui sont à la recherche d'un véhicule partagé. Donc là, on est vraiment sur une autre échelle, on n'est pas à l'échelle du groupe, mais vraiment des véhicules et des personnes. Donc, vous voyez que c'est bien centré sur Clermont. Voilà, bien en centre-ville.
La carte aussi des groupes Coloc Auto, donc qui sont accompagnés par Mobicop, qui est aussi sur une base du map OpenStreetMap, hein, où là les groupes sont repérés à l'échelle du territoire national, ce qui permet d'avoir déjà aussi une première identification de qui pratique l'autopartage. Et puis, quand on va regarder un peu plus loin sur Bruxelles, donc il y a Cozy Wheels, qui est une communauté de mobilité partagée, hein, plus largement, et qui identifie à la fois là aussi les véhicules au sein d'une communauté et les véhicules et les autopartageurs, donc et les emprunteurs potentiels, et avec un moteur de recherche qui permet même d'identifier est-ce que là je peux trouver une voiture pas très loin de chez moi, ou est-ce que je peux identifier quelqu'un qui serait prêt à faire de l'autopartage et qui fait partie de la communauté. Donc là aussi, avec cette notion de confiance, en tout cas d'être adhérent d'une même dynamique et de partager sans doute des valeurs et un état d'esprit commun. En Suisse, là c'est Suisse Énergie qui a créé une carte sur les outils de mobilité partagée. Donc on va trouver pas seulement des véhicules et des voitures, mais aussi des cargos, des bicyclettes, des cyclomoteurs, des trottinettes, des taxis. Donc là voilà une carte aussi très dense. Voilà, et vous partagez aussi que on n'est plus sur de l'autopartage entre particuliers, mais sur de l'autopartage, l'association des acteurs de l'autopartage qui a fait une carte interactive où on peut voir dans les villes notamment, vous voyez que c'est principalement milieu urbain ou ville moyenne, voilà les différentes stations d'autopartage qu'on peut trouver, en tout cas les véhicules partagés qu'on peut trouver à proximité. Voilà, d'où ma question, en effet, quel serait selon vous et pour vous, quel est le niveau de détail en fait et quels seraient vos besoins d'une cartographie qui nous permettrait en effet d'élaborer notre cahier des charges. Donc j'entendais, en tout cas dans la remarque d'Oscar, là, le besoin plutôt de connaître les acteurs locaux qui sont capables d'accompagner des dynamiques d'autopartage entre particuliers, par exemple. Et vous, est-ce que vous en avez d'autres ? Quels seraient vos besoins en fait pour une cartographie? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir identifier sur une forme de carte pour voir proche de chez vous, ou peut-être même plus largement, hein, pas seulement proche de chez vous? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir voir? Oui, il y a Colline qui souhaite prendre la parole. Oui, je vais peut-être répondre un peu à côté de la question, je suis désolée, mais donc moi je suis d'Alter Alsace Énergie, on accompagne les collectifs d'énergie citoyenne à la base, des communautés énergétiques, et en fait il y en a quelques-unes, et donc je suis très heureuse de voir EPV ici, qui développe la mobilité partagée. Du coup, pour info, on a déjà une cartographie de tous les collectifs. Peut-être il y a un lien à faire parce que en fait, ce sont, vous l'avez cité, des collectifs qui peuvent vraiment vouloir partager la mobilité. D'autant plus qu'elles peuvent alimenter les véhicules si c'est des véhicules électriques. Donc il y a un lien évident. Du coup, je peux pas dire ce que j'aurais besoin de voir, mais en gros, ça peut être une carto qui peut être ressource aussi. Je peux la vous mettre dans le chat. Et en même temps, c'est un réseau qui existe déjà où peut-être, je me tourne vers Yves-Marie, on pourrait se mettre en lien pour les questions de mobilité et donc faire un lien avec le collectif de l'autopartage entre particuliers et tout ça. Voilà, donc c'est un peu vaste comme remarque, mais clairement, il y a du lien à faire et je pense on aurait intérêt aussi à faire des liens entre cartons. Très bonne idée, moi ça me fait réagir parce qu'en effet sur notre territoire, il y a à la fois le collectif DeWatt et la coopérative d'énergie citoyenne Vercors Soleil, qui partagent en effet aussi déjà des véhicules, et en effet où les véhicules sont alimentés par la production d'énergie des panneaux photovoltaïques. Donc oui, ça me semble intéressant, et surtout si vous avez en effet déjà des outils existants, en effet, plutôt que de refaire des choses, c'est intéressant aussi de voir comment on peut travailler ensemble. Merci pour le partage de la carto. Merci. Il y avait également Yves-Marie. Oui, j'avais deux points qui me semblaient intéressants. Le premier, c'était de voir si dans cette cartographie, on pouvait identifier effectivement des personnes ressources ou des chefs de file qui sont en capacité de transmettre des conseils. Comme on disait tout à l'heure, le dialogue, c'est vrai que c'est bien de décrocher son téléphone de temps en temps, d'avoir ce type de ressources. Ça, c'est un peu pour le côté organisationnel, et pour le côté pratico-pratique.
nous, on est souvent sollicités par des personnes qui sont en précarité de mobilité et qui cherchent des voitures pour des longues durées, enfin une semaine, un mois, des choses comme ça. Et je voulais savoir si éventuellement, avant que ça existe déjà, puisse indiquer la durée disponible d'un véhicule. Est-ce que c'est juste 1 heure ou 2 par jour, ou est-ce qu'on peut imaginer que sur la cartographie, on puisse savoir que dans tel collectif, une voiture est disponible du lundi au vendredi sur des horaires et que le propriétaire n'utilise que le week-end ou sur des choses, quoi. Oui, j'entends, il faudrait qualifier la disponibilité de la voiture aussi, aller jusque-là pour en tout cas expliciter bien le type de partage ou de durée ou les conditions, quoi. Il y a plusieurs réactions aussi dans le chat sur ce sujet de la cartographie. Mathilde qui mentionne qu'un réseau national, ça peut être intéressant pour inciter à se déplacer autrement, à prendre le train, ou en tout cas, voilà, entrevoir d'autres usages aussi pendant les vacances, le déplacement pro. Mathias qui précise indiquer le niveau d'usage des véhicules via l'autopartage, intensité, répartition propriétaire-usager. Est-ce que la zone dans laquelle j'habite est active ou non? Il y a également David qui mentionne une carte d'offres et de demandes. Donc, je pense qu'on retrouve quand même souvent cette notion d'avoir une visualisation aussi des véhicules, des personnes intéressées, au-delà de mettre un point sur la carte d'une initiative locale. Et c'est un vrai sujet, c'est un vrai défi parce que derrière, ça demande aussi, je pense, d'identifier des personnes qui, dans ce cas-là, s'impliquent pour la maintenir à jour. Cette cartographie, c'est des données quand même précises. Donc, effectivement, ça questionne aussi sur la manière de la faire vivre et l'actualiser, cette cartographie. Laurent qui explique aussi son point de vue, soit une carte des acteurs locaux, soit du point de vue utilisateur, comme à Clermont, effectivement, une carte avec les personnes cherchant une voiture, les emprunteurs. Et Jessica qui met en avant qu'il y a un besoin plutôt d'outils d'animation et de méthodes pour accompagner les mairies qui souhaitent initier ces initiatives. Ok, en effet, il peut y avoir plusieurs niveaux. Moi, j'entends qu'il y a à la fois le besoin du niveau des acteurs locaux qui peuvent accompagner, faire du conseil, aider sur de l'animation. On pourrait avoir aussi le niveau des territoires engagés, en tout cas des collectivités locales engagées. Et puis, la question vraiment de l'offre et de la demande. Alors, on va voir si on peut avoir une cartographie à plusieurs entrées et pourquoi pas y ajouter en effet les collectifs d'énergie citoyens et partagés qui pourraient fournir l'énergie aux véhicules électriques en plus. Super. Et merci beaucoup pour toutes ces réactions et ces retours parce que ça nous aide à cheminer dans le projet de cartographie et on vous donnera des nouvelles dès qu'on avancera. Et en effet, comme le soulignait Clara, il y a un enjeu pour nous à voir comment on anime et comment on met à jour, comment on maintient à jour cette cartographie. Et du coup, est-ce qu'il y a un accès possible par les usagers eux-mêmes ou les acteurs de la communauté d'autopartage entre particuliers pour que ça ne repose pas seulement sur une personne. Alors la trame, je vais prendre rapidement votre question et puis je passerai la parole pour une partie un peu plus conclusive, en tout cas un regard plus extérieur à Pierre Servin du Labers. Oui, Ulysse de la trame. C'est pas une question, c'est juste une info. Au niveau de la région Occitanie, ils travaillent sur une cartographie alors pas de l'autopartage, que de l'autopartage, mais de la mobilité solidaire en Occitanie. Donc il y a peut-être peut-être se rapprocher d'eux, ils ont peut-être quelques éléments qui peuvent être aidants. On n'a pas encore vu la carte finie, mais j'ai participé à quelques ateliers de travail et on a pu placer qu'est-ce qui se faisait en termes de mobilité solidaire sur la région. Mais c'est vrai que se relier à des initiatives de cartographie, soit en cours, soit déjà existantes, c'est aussi un enjeu fort et pour nous, l'enjeu, il va être de pouvoir les identifier aux échelles régionales, peut-être locales ou nationales, quand il y a des fédérations nationales qui s'en sont emparées. Nous, en tout cas, pour la région Occitanie, la directive qui nous est donnée, c'est dès qu'on accompagne quelqu'un qui va lancer une initiative de mobilité solidaire, donc pourquoi pas de l'autopartage entre particuliers, c'est de les mettre dans la boucle dès le départ, tout le temps, pour que du coup, ils puissent justement jouer leur rôle d'autorité organisatrice. Je ne sais pas si vous, ça a été fait, parce que du coup, c'est pas que la région Occitanie, mais je pense que mettre les régions dans la boucle, c'est indispensable. Et si vous pouvez aussi nous mettre en contact dans ce cas avec les personnes qui travaillent sur cette cartographie en Occitanie, ça peut nous aider aussi. Même sur ne serait-ce que le choix de l'outil, on en est aussi là à se dire sur quel outil on va proposer cette cartographie. Merci en tout cas pour votre contribution.
Pierre, je vois que tu es avec nous. Du coup, si tu veux ouvrir ton micro, je te propose de prendre la parole et de te présenter peut-être comme tu arrives. Ah, on t'entend pas. Enfin, moi, je t'entends pas en tout cas. Le micro est pourtant bien ouvert. Non plus. Ah, Ouais, effectivement, Pierre, on t'entend pas. Tu peux régler normalement le choix du micro qui est actif, qui est utilisé par l'outil. Tu as une petite flèche sur l'icône micro. Là, c'est bon? oui, super, on t'entend. Bien. Donc moi, je suis un sociologue qui travaille entre autres sur l'autopartage avec des collègues du LABERS, qui est le laboratoire de sociologie de Brest. C'est lié avec TeamOps. Voilà pour ma présentation. Je te laisse écrire, passer les trucs, Maréline. Donc voilà, on a écrit un article qui est marqué en dessous là, et je vais pas tout vous dire ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, il y a le lien et il y a un autre article qui est en cours. Enfin, juste les titres sont assez parlants. Le premier, c'est l'autopartage entre particuliers du point de vue des utilisateurs quand la voiture devient un bien commun. Et le deuxième, autopartage et covoiturage, du partage qui engage au-delà de l'usage de la voiture. Nous, notre point de départ, c'était vraiment les gens qui mettent en partage leur voiture et pas forcément les institutions, les collectivités territoriales ou les associations qui mettent en place des outils. Je dis ça parce que souvent le regard il est un petit peu inversé, il est un petit peu de l'autre sens, et puis on en arrive à se poser la question des usagers, alors que nous on a vraiment voulu interroger des usagers en tant que tels, et puis surtout comment ils s'organisent et qu'est-ce que ça amène. Là, ce que je vais présenter, ça sera très très rapide vu qu'on a déjà 3 minutes de la fin. C'est de dire qu'il y a toujours des questionnements qui se mettent en jeu systématiquement dans les groupes d'usagers, d'autopartageurs, qui se mettent en jeu de façon soit tacite ou explicite, et toujours en fait, elles se retrouvent tout le temps et de façon toujours plus ou moins tacite ou plus ou moins explicite. Ça reprend beaucoup de choses qu'a dit Bruno tout à l'heure, enfin et tout ce que vous avez dit, mais notamment en termes de motivation. On peut dire pourquoi les gens ils cherchent à faire de l'autopartage. Et c'est à la fois de la recherche de l'économie et de l'efficacité, et à la fois une recherche de lien social et de solidarité et de montée en compétences, par exemple bricolage ou autre. Mais dire que c'est tout ça en même temps, il faut aussi dire que c'est souvent mis en tension, pas en compétition, mais quand même en tension. Par exemple, on connaît tous on a rencontré des gens qui sont très déçus parce qu'ils pensaient que l'autopartage, c'était une forme de communauté, quelque chose qui est souvent représenté par ceux qui mettent en place de tels outils. Communauté, ça veut dire qu'on va se connaître plus et puis on partage bien au-delà de la voiture. Et en fait, il y en a qui sont pas du tout dans cet état d'esprit-là, et puis qui cherchent plutôt finalement à utiliser l'outil de manière très économique. Et si on est vraiment dans la communauté, on n'est pas vraiment dans l'économie. Si on est vraiment dans l'économie, on n'est pas vraiment dans la communauté. Donc si vraiment on est dans une logique, complètement dans une logique, finalement on dénie l'autre. Et dans une certaine mesure, c'est complémentaire, mais souvent il y a des frictions, et notamment ça se voit par des gens qui sont déçus par ça. Et souvent on n'est pas très clair en fait. À savoir si on est plutôt l'un ou l'autre. Je dis pas qu'il faut forcément l'être en vérité, parce qu'en vérité, ça se négocie aussi de manière très très changeante et fluctuante. Voilà pour la première diapo. Je te laisse mettre la deuxième. Vous avez prévu que ça irait très vite. La deuxième, c'est à propos des contraintes. Chose qui est assez intéressante, c'est on insiste toujours sur les contraintes qui sont liées à l'autopartage, le fait qu'il faut se mettre en lien avant, le fait qu'il faut savoir où est-ce qu'est la voiture, etc. Ce qui est assez étonnant aussi, enfin étonnant, important à dire, c'est que les gens qui pratiquent l'autopartage disent aussi que c'est une forme au contraire, ils se libèrent d'une forme de contrainte qui est liée à la possession de la voiture, à plein d'égards. Et donc du coup, il y a un glissement d'une contrainte à l'autre. Ce qu'il faut dire aussi, pour le dire rapidement, c'est que c'est pas équivalent. C'est-à-dire que les contraintes liées à la possession de la voiture sont jugées normales par à peu près tout le monde, quelque chose de basique, quelque chose d'inséré dans les mœurs, dans les habitudes. Et puis même quand bien même on n'a pas vraiment besoin de la voiture, beaucoup, on la garde. Ça, c'est un schéma très très classique. Alors que les contraintes liées à l'autopartage elles se constituent, elles sont très visibilisées, elles sont très comptées. Du coup, on les comptabilise beaucoup plus, on les visibilise beaucoup plus, ce qui a à la fois une force pour certains,
puisque justement, ils se disent qu'ils font quelque chose de particulier et puis ils se disent que c'est très bien, ils sont vraiment dans l'alternative et puis ils valorisent ça. Mais en fait, c'est une minorité qui dit ça. La majorité des gens, justement, au contraire, vont surévaluer ou vont s'arrêter dès qu'il y a des contraintes trop visibles et trop rapides. Et finalement, c'est beaucoup plus fragile. En fait, les contraintes liées à l'autopartage sont beaucoup plus à s'arrêter que les contraintes liées à la possession de la voiture. Pourtant, en y regardant bien, c'est pas sûr qu'il y ait plus de contraintes avec l'autopartage qu'avec la possession de la voiture. Voici pour cette diapo. Un autre paradoxe qui est assez étonnant, enfin assez intéressant à voir et on le voit tous, c'est qu'il y a le principe de la disponibilité, c'est-à-dire la voiture, elle doit être disponible, sinon ça n'a pas de sens. Et pour qu'elle soit disponible, il y a plusieurs choses. Il faut déjà que ça soit accessible, qu'on sache où la trouver, etc. Mais c'est aussi, il faut pas qu'elle soit prise, parce que si elle est prise tout le temps, elle est plus disponible. Et par exemple, et donc du coup, il y a souvent des règles qui sont explicites ou souvent qui sont tacites. Et souvent, il y a des malentendus comme ça sur cette question-là. Est-ce qu'on a le droit de prendre une voiture pendant longtemps, pendant une semaine, ou tous les lundis, ou régulièrement, quoi. Est-ce que c'est pas une forme d'appropriation? Et il y a cette truc-là, souvent ce débat-là, à savoir est-ce que quand tu l'utilises, tu l'appropries pas? Et avec le discours qui est explicite ou tacite, comme quoi l'appropriation c'est pas bien, parce que souvent ce rapport à la propriété est pas toujours très très facile à mener. En fait, il est souvent pas bien mené parce qu'il est pas facile à mener, et ça amène à une forme de paradoxe en fait, qui est que pour faire en sorte que la voiture soit disponible, il faut pas se l'approprier. Donc il faut pas l'utiliser, quoi. Comme si pour faire en sorte que ça soit utilisable, il faut pas l'utiliser. Voilà, c'est juste un paradoxe qui se discute et qui est souvent mis en jeu. Je laisse mettre la suivante. Autre chose aussi qui est discutée, pareil, de façon explicite ou tacite, c'est quel est le but de la démarche. Je me retrouve bien dans la formule que disait Bruno à propos d'optimisation de la voiture, parce que ça, c'est quelque chose, effectivement, on essaie d'optimiser la voiture, mais est-ce que c'est une question d'économie, ou est-ce que c'est pour moins l'utiliser, ou est-ce que c'est une question pour plus l'utiliser? Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et d'abord, quand on dit moins l'utiliser, c'est utiliser, c'est quoi? Quand on dit moins de voitures, c'est moins de voitures construites, ou c'est moins de kilomètres sur la route? On fait comme si les deux allaient ensemble, alors qu'en fait, les deux vont pas ensemble, forcément. Enfin, en tout cas, on peut dissocier les deux. Et que, voilà, j'ai juste milité à ça en disant que si vraiment le but du jeu de l'autopartage, c'est qu'on fasse moins de kilomètres, forcément, c'est mis en compétition avec le fait d'utiliser le vélo, d'aller à pied. Et de fait, c'est vécu comme ça par plein d'utilisateurs, qui fait que finalement, l'idéal presque de l'autopartage, c'est de plus utiliser la voiture. Donc, il y a un paradoxe qui fait que forcément, ça devient un peu fragile comme modèle économique, quelque chose qui vise c'est un peu les restos du cœur, quoi. Le parallèle n'est pas terrible, mais en tout cas, je reprends la formule de Coluche qui disait que nous, ce qu'on espère, c'est faire un service qui veut ne plus exister d'ici peu de temps, quoi. Alors que est-ce que c'est vraiment ça qui est recherché par tout le monde dans l'autopartage? Là, c'est pas sûr. Aussi bien par les usagers, notamment ceux qui veulent créer une communauté, aussi par tous ceux qui veulent créer un modèle économique rentable, viable. Et là, on arrive à ce paradoxe-là, qui est que quand on arrive à des logiques d'institutionnalisation ou de formalisation, il y a des enjeux qui font qu'on veut que ça soit durable et que ça soit plus rentable. Et donc, du coup, on en arrive à vouloir utiliser davantage. En tout cas, il y a un seuil d'utilisation de la voiture qui fait qu'en deçà de ce seuil, c'est plus possible, c'est plus vivable ou c'est plus rentable. Donc, finalement, on cherche à trouver d'autres utilisateurs, de nouveaux marchés, en fait, de nouvelles utilisations. Et donc, du coup, là, il y a le paradoxe de est-ce qu'on est en train d'essayer de limiter la voiture, ou est-ce qu'on est en train d'essayer au contraire, faire en sorte de plus l'utiliser dans cette formule-là. Bon, voilà, je lance plein de trucs en disant, c'est des questions qui se posent et j'ai pas de solution, mais ce sont des questions qui se posent. Et il me semble qu'il y a une dernière diapo, ça sera la dernière, en disant que il y a plusieurs niveaux d'organisation qui posent toujours la question de la confiance. La question de la confiance se pose toujours, mais finalement, elle se pose différemment selon. Alors nous, on a fait une catégorie, une typologie, ça c'est pour l'article qui n'est pas encore sorti là, de mode d'organisation entre usagers, entre autopartageurs. Je vais commencer par organisation par un tiers, parce que vous allez tous vous y reconnaître. Quand je dis un tiers, c'est quelque chose de. On pourrait faire plein de sous-divisions là-dedans, mais c'est déjà quand les autopartageurs ne sont pas seulement eux, entre eux,
mais qui font appel à quelqu'un d'autre, pour une raison ou pour une autre. Alors là, c'est pour ça qu'il y a plein de choses. Ça peut être une association, des fois, même c'est eux-mêmes l'association, mais quand même, c'est une personne morale tierce. Ça peut être une collectivité territoriale, ça peut être privé, enfin, ça peut être pas mal de gens qui sont là actuellement dans ce webinaire. Donc ça, c'est déjà un mode de formalisation assez élevé où on est obligé de visibiliser, on est obligé de comptabiliser, on est obligé de marcher par, de faire des contrats, quoi, de sorte de réglementation qui sont à un niveau de formalisation beaucoup plus haut que ce qui est le deuxième niveau, qui est organisation formalisée entre particuliers, qui est simplement, on fait des réunions, alors il y a plusieurs niveaux de formalisation, mais en tout cas, ça sera, on fait un accord sur savoir comment je peux utiliser cette voiture, comment je peux la réserver, combien je paye. Donc voilà, c'est quelque chose qui est formalisé. Notez bien que c'est quelque chose qui est noté de informel par rapport. Les tiers jugent que ça, c'est informel. Parce que de leur point de vue à eux, qui a un degré de formalisation encore supérieur, c'est informel, parce que c'est privé, parce que c'est de l'entre-soi, parce que c'est quelque chose qui est très souvent sur du tacite. C'est eux qui parlent beaucoup de confiance d'ailleurs, mais de confiance personnelle, alors que dans l'organisation par un tiers, il y a beaucoup plus de confiance impersonnelle par le règlement, par l'assurance. D'ailleurs, la question de l'assurance prend beaucoup plus de place dans l'organisation par un tiers, alors que c'est pas une question majeure. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais c'est pas une question majeure pour l'organisation familière ou formalisée, alors que la question personnelle et des rapports personnels est beaucoup plus importante pour les questions, pour les organisations familières et formalisées. Et je termine par organisation familière, qui est celle dont on ne parle pas habituellement, parce que tout simplement, c'est un niveau qui ne s'autonome pas de l'autopartage. C'est vraiment quand c'est intégré dans les flots des échanges quotidiens. Dans une famille, par exemple, en fait, quand il y a une voiture pour un couple, est-ce que c'est pas déjà de l'autopartage ou est-ce que c'est la limite? Alors, on peut dire on peut défendre comme quoi c'est pas encore d'autopartage, mais parce que c'est justement, on est en train de voir est-ce qu'on n'est pas en train de légitimer le fait qu'il faille un tiers pour dire que c'est de l'autopartage. En tout cas, s'il n'y a pas ça, on nomme pas ça l'autopartage. Mais c'est valable pour plein de choses en vérité. C'est comme l'économie du don. Est-ce que le travail domestique, c'est du travail? On salarie un travail domestique quand on fait appel à un tiers. Quand c'est un travail qui est juste dans la famille, on ne le salarie pas, alors que c'est bien des échanges économiques. Donc voilà, il y a ces trois types-là qui sont à discuter, sachant que l'économie familiale, c'est beaucoup de dons contre dons avec beaucoup d'enjeux personnels, alors que l'organisation par un tiers, c'est beaucoup plus de réglementation, de contrat, qui est beaucoup plus donc impersonnel et extériorisé. Voilà pour dire au galop les enjeux et questionnements que vous repérez. Merci beaucoup Pierre pour ces éléments en effet qui nous amènent à méditer sur la place qu'on voudrait donner à l'autopartage entre particuliers, à notre rôle à chacun et à tous dans ce mouvement et dans cette organisation. Y a-t-il des réactions dans le chat avant de passer à la conclusion et à la clôture de ce webinaire? Voilà, Laurent qui disait devoir réserver, négocier, c'est aussi un moyen pour réduire l'usage en réduisant sa disponibilité. Alors c'est vrai que ça crée de nouvelles contraintes de devoir passer à l'autopartage entre particuliers, des gens qui... Il y en a qui valorisent la contrainte, ça c'est intéressant aussi. Il y en a qui valorisent le fait que ça soit plus contraignant. Oui. Et notamment parce que ça va nous obliger, en tout cas quand on n'a plus de voiture, à trouver des stratégies différentes, en effet, et voir d'autres modes de déplacement que la voiture aussi. La contrainte, elle amène aussi à aller vers d'autres modes de déplacement, en effet. Et l'effet rebond, en effet, ce que tu amenais tout à l'heure sur l'effet rebond est important, et c'est ce qu'on cherche souvent à dire, que cette solution de mobilité, d'autopartage, elle vient vraiment en complément des autres modes de transport qui sont plus vertueux, les transports en commun, la marche à pied, le vélo, et qu'il ne s'agit pas en effet d'amener des gens à retourner vers la voiture, mais vraiment à se démotoriser et à réduire la place qu'elle prend, même si elle reste indispensable, et notamment en zone rurale et en zone peu dense, pour se déplacer. Donc Jessica qui disait, je crois beaucoup au statut d'ambassadeur et au bouche à oreille pour mobiliser des petites communautés, et de proposer aussi des temps de test. Ben en fait, à propos de test, justement, je vais dire ça, mais c'est souvent vécu comme un test, donc comme quelque chose de temporaire, qui est d'une part très bien, mais qui est, quand je fais quelque chose de durable et rentable, là je pense aux institutions et aux associations, ça pose question, parce que ça suppose que ça change tout le temps de personnes. Mais en effet, comment pourrait-on faire que l'autopartage ne soit plus nécessaire du tout? Ça, c'est vraiment, je crois,
important pour nous de garder ça en ligne de mire, de comment on est bien à une solution qui pallie au fait qu'on a encore besoin de la voiture aujourd'hui dans notre société. Merci en tout cas Pierre, et puis on aura l'occasion en effet comme ça d'avoir des regards sociologiques sur les différents webinaires, y compris les prochains. En guise de conclusion, je voulais vous rappeler le prochain rendez-vous, qui est donc un nouveau webinaire thématique sur les premiers pas pour créer un groupe d'autopartage entre particuliers. Donc vous avez déjà apporté et questionné à certains endroits l'assurance notamment, l'animation, etc., la question du coût de la voiture, les outils aussi sur lesquels vous étiez très en demande. Donc ça, ce sera abordé le 13 janvier. Donc je vous invite à noter la date dans votre agenda et surtout à vous inscrire. Donc c'est le même lien d'inscription que celui pour ce webinaire-ci et que je vous remets et qu'on vous renverra très prochainement. Voilà, un petit aperçu du programme qui sera abordé sur ce prochain webinaire du 13 janvier. Et puis, vous redire, et Clara vous l'a remis aussi dans le chat en début de webinaire, le forum de discussion Discord sur lequel on a commencé à créer des canaux thématiques, des salons thématiques, et où en tout cas, vraiment, c'est un outil sur lequel on vous invite vraiment à intervenir, à réagir, à partager vos expériences, à réagir à ce qui est posté par les uns et les autres, et à vraiment, pouvoir aussi poser des questions. Si vous avez des questions, rentrer en relation avec d'autres acteurs qui agissent déjà sur ce sujet dans d'autres territoires, ou partager des informations de ce qui se passe sur votre territoire. Voilà, c'est aussi le lieu pour rendre dynamique et faire exister le sujet. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir participé et d'avoir tenu jusqu'à notre petit quart d'heure de débordement. Merci pour toutes vos contributions parce que c'était très très riche et nous, ça nous permet d'enrichir nos sujets, nos discussions. Voilà, on vous donne rendez-vous en janvier sur le forum de discussion en continu, en tout cas d'ici là, et puis vous souhaitez une bonne fin d'année puisqu'on est déjà le 2 décembre, donc on approche de la fin de l'année. Et voilà, est-ce que Clara ou Bruno, vous voulez rajouter un mot pour partir, avant de partir? Non, je voulais me dire merci pour l'organisation, puis merci Pierre, parce que je trouve que c'est un éclairage super intéressant. Voilà, cette notion aussi du côté informel, de l'économie don contre don, etc. C'est vraiment des questions, je pense, qui sont hyper essentielles aussi au débat sur l'autopartage entre particuliers. Donc merci pour ça. Ce que je voulais rajouter, donc, il y a eu pas mal de demandes qui ont été formulées dans ce sens. En attendant qu'il y ait le centre de ressources, il existe déjà des ressources sur le net qui sont un peu éparpillées pour l'instant. Donc, il y en a sur le site de Mobicop, il y en a sur le site de Dromolib, il y en a sur le site d'ADTech, il y en a sur les sites des différentes collectivités qu'on a citées. Donc, la communauté de l'Ouest rhodanien, le SMTC, Syndicat Mixte des Transports en commun de l'agglomération clermontoise, le parc du Pilat. Il y en a sur le site de Carthage. Voilà pour les principaux. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est déjà pas mal de ressources. Notre objectif, c'est bien de centraliser justement cette multitude d'informations sur le projet de centre de ressources dont on a pas mal parlé aujourd'hui, mais je pense qu'on explicitera encore plus en janvier dans le prochain webinaire. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à ce webinaire-là si le sujet vous intéresse. Et juste vous dire qu'on va vous transmettre le diaporama en guise de compte-rendu et le lien vers le replay, si vous voulez le partager avec des collègues, des amis, des autopartageurs de votre réseau ou autre. Voilà, on fera ça d'ici quelques jours, de vous renvoyer les éléments en guise de compte-rendu. Merci encore, bonne fin de journée et puis n'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain webinaire. Merci Pierre, merci Bruno, merci Clara et merci à tous. À bientôt.